Les loulous, les glaces. Montez pour les glaces, le dessert. Comme plus d'un tiers des Français, la famille Lévesque s'est laissée séduire par un Esquimau devenu la star de nos congélateurs. Et nous, on n'a pas le droit à une petite glace aussi? Le célèbre Magnum. Vous savez que cette marque, elle appartient à un géant mondial de l'agroalimentaire. C'est le numéro 1 des ventes d'Esquimaux en France. Eh bien, en exclusivité, on a eu accès à toutes les coulisses de fabrication des Magnum l'été pour les marques de glace. C'est un moment extrêmement stratégique. Alors vous allez voir, ils mettent des moyens considérables en œuvre pour rester numéro 1 des ventes. C'est sans doute l'un des endroits les plus photographiés au monde, le Festival de Cannes. Son tapis culte, ses paillettes et son défilé de stars du cinéma. Et sur cette plage privatisée, ce jour-là, la meute des photographes n'a d'yeux que pour la nouvelle vedette dont tout le monde parle. La sulfureuse actrice Cara Delevingne, 24 ans. Réputée pour son caractère de diva et ses attitudes provocantes, ici, elle n'est pas venue présenter son dernier film, mais plutôt une autre star de 15 cm de haut, montée sur bâton, une crème glacée au nom célèbre, Magnum. Un best-seller mondial dont l'histoire très peu connue a débuté bien plus modestement. Tout commence il y a près d'un siècle avec Luis Ortiz, un Espagnol vendeur ambulant de glace. En 1921, il quitte cette petite ferme en quête d'une vie meilleure pour débarquer à Saint-Dizier, en Haute-Marne. De nos jours, c'est son petit-fils, Frédéric Ortiz, qui conserve les archives familiales. Bar-le-Duc, le 31 octobre 1921. Dans cette précieuse lettre, Louis annonce qu'il va se lancer dans la fabrication de marrons glacés. Monsieur le maire de la ville de Saint-Dizier, je viens solliciter de votre bienveillance l'autorisation de vendre des marrons avec une petite voiturette. Et pour compléter l'activité, il a commencé à fabriquer de manière artisanale dans un premier temps la glace. La petite entreprise s'agrandit en même temps que la famille. Louis a 5 fils. Ils sèchent les bancs de l'école pour aider leur père à vendre ses crèmes glacées à l'aide de triporteurs. Mais un événement historique va doper ses affaires de façon inattendue. Juin 1944. Les Alliés débarquent en Normandie. Des centaines de milliers de GIs arrivent en France. À Saint-Dizier, ils installent une base et réclament ce qu'ils ont l'habitude de manger, des glaces. Les congélateurs ne se démocratiseront que 25 ans plus tard. En attendant, les Américains vont consommer chez le glacier du coin. Beaucoup d'Américains étaient basés dans les environs de Saint-Dizier et les Américains ne pouvant pas vivre, en tout cas manger sans glace, ils ont vite appris qu'il y avait un petit glacier à Saint-Dizier qui faisait de la glace et ils sont donc venus. La famille va avoir une idée géniale. Les Ortiz proposent leur glace là où les gens prennent du bon temps, les fêtes foraines et les salles de cinéma. Et pour répondre à la demande, ils se tournent vers leurs amis américains. Mon oncle est parti aux États-Unis juste après la guerre pour acheter la première machine à glace. Une machine, à l'époque, qui fabriquait 4000 bâtonnets à l'heure, ce qui paraissait phénoménal. Et en fait, rapidement, il a été obligé d'acheter une deuxième machine. Grâce à cette machine, fini les glaces artisanales. Les Ortiz fabriquent en masse un produit standardisé. L'ancêtre du Magnum est né. Il manque juste un nom à ce bâtonnet. Les glaces Ortiz sont exquises était le slogan. Et puis, il a fallu trouver un nom pour un bâtonnet. En l'occurrence, c'était en 1951. Et mon oncle, qui se trouvait chez son conseiller avec le chien, un fox terrier qui s'appelait Miko, a eu l'idée du génie, finalement, de reprendre le nom du fox terrier Miko pour appeler le bâtonnet. Sans le savoir, ils viennent de créer une marque qui va devenir ultra célèbre. Et si vous voulez vraiment vous régaler, alors demandez Miko sans hésiter.
Le succès est tel qu'en 1990, Ortis Mico est l'un des premiers groupes français. Il emploie 6000 salariés. Chiffre d'affaires colossal, l'équivalent d'1 milliard d'euros. Seulement, 4 ans plus tard, rien ne va plus dans la famille Ortis. Les héritiers se disputent, les affaires déclinent, le groupe perd même de l'argent. Il décide de vendre l'entreprise familiale pour 413 millions d'euros. Le géant Unilever, qui possède déjà 5 marques de glace, s'empare de la marque Mico en 1994. Le groupe anglo-néerlandais va alors prendre une décision radicale. Il construit une nouvelle usine, bien plus moderne, près de Saint-Dizier. Et à l'époque, le groupe a une idée bien précise en tête. Anne Michaud, professeure de marketing, a travaillé sur l'histoire de ce produit. La glace est devenue, de par sa réussite, un cas d'école enseigné aux étudiants. À l'époque, une glace en bâtonnet, c'était en fait principalement des glaces qui étaient pour le marché des enfants. Finalement, Magnum se dit qu'ils vont vendre cette glace en bâtonnet à des adultes. Donc c'est quelque chose de jamais vu sur le marché de la glace à l'époque. Pour faire fondre les adultes, le bâtonnet s'agrandit. Il est 2 fois plus gros que l'esquimau des enfants. Et pour souligner sa taille, il s'appellera Magnum, du latin Magnus, grand. Adieu le petit bâtonnet pour enfants. Place au géant glacé avec ses pubs torrides et ses craquements volontairement exagérés. De la pub au produit lui-même, tout est nouveau. On a un produit à la vanille, mais enrobé de chocolat avec un chocolat beaucoup plus épais que les autres glaces, un chocolat noir beaucoup plus épais. On a un packaging avec du doré, qui fait référence à quelque chose de très qualitatif aussi. C'est plutôt un coup du hasard qui a extrêmement bien marché, pour plein de raisons qui s'expliquent a posteriori. Mais sur le moment, les premiers tests de concept de Magnum n'étaient pas forcément très positifs. Donc c'était un produit où on voyait un potentiel, mais qui pour autant, dans les premiers tests, n'était pas franchement confirmé. Pourtant, contre toute attente, la glace va faire un carton dans les bacs. La marque a trouvé le bon filon, et dans ses usines, elle décide de mettre le paquet pour inonder l'Europe à coups de millions de bâtonnets, comme à Saint-Dizier. Pour la première fois, la marque a accepté d'ouvrir ses portes. D'emblée, ce qui frappe dans cette usine, ce sont ces kilomètres de tuyaux tentaculaires. Et surtout, presque aucun humain à l'horizon. Les hommes ont été remplacés par des ordinateurs. Ce sont eux qui réalisent les recettes. Jérôme Jourdain, le responsable de production, gère ce jour-là plus de 10 tonnes de glace. On peut suivre en fait tout le développé d'une recette, depuis les consignes de chaque ingrédient en termes de poids. On suit la recette qui se fabrique toute seule. Des ingrédients du Magnum, nous ne verrons que des appellations sur des étiquettes. Le lait, le sucre, la vanille, l'huile de coco et les colorants sont envoyés dans ces énormes citernes. Serge Duclou, le directeur de l'usine, garde toujours un œil sur cette production astronomique. Donc là, c'est une cuve qui contient 10 tonnes de produits qui va nous servir à fabriquer le Magnum. À l'intérieur de la cuve, un mélange de lait, de sucre et de vanille. De quoi faire la base de l'esquimau. Une fois refroidi, ce mix s'apparente à un glaçon dur à croquer. Alors pour lui donner une texture onctueuse, les ingénieurs ont misé sur cette drôle de machine, un fraiseur. Cette machine, elle nous sert à foisonner la glace, c'est-à-dire incorporer de l'air pour l'amener à la consistance idéale et en même temps à refroidir le mélange glacé. Concrètement, le fraiseur injecte de l'air dans la glace. C'est donc là que réside l'un des secrets de sa fabrication. Sa crème est composée à 40% d'air. Mais ce qui fait craquer les consommateurs, c'est la couche de chocolat.
Or, pour les enrober, il faut impérativement les descendre dans ce grand congélateur de -5 à -25 degrés pour qu'elles puissent supporter le bain de chocolat chaud. On doit maintenir le chocolat autour de 40-45 degrés pour qu'il soit liquide. Et c'est vraiment le mélange de la glace qui est très froide et du chocolat qui est autour de 45 degrés qui va permettre de fabriquer le Magnum, de faire figer le chocolat et d'avoir très rapidement la prise du chocolat sur la glace. C'est ce qu'on voit ici, hein. On voit tout d'abord des premières gouttes qui tombent et ensuite on a le Magnum qui est terminé. Le chocolat est complètement figé. En été, 500 000 glaces sortent chaque jour de cette usine. Les Esquimaux partent dans toute la France, dans 260 cinémas, 1600 stations-service, 12 325 supermarchés et supérettes. Au total, la marque domine tous les autres fabricants avec 37% du marché des Esquimaux. Mais pour conserver cet empire et même l'étendre, elle est obligée d'innover en permanence. Et ça, c'est le travail de Jean-Marc Seven, un des responsables de la recherche et développement, le laboratoire qui met au point les fameuses glaces. C'est ici que se créent les nouveaux parfums, comme ce chocolat blanc qui cache un intérieur à la fraise avec un coulis de fruits. Là, on a un enrobage blanc, mais c'est un produit qui contient une sauce. Il a fallu 2 ans de recherche pour le concevoir. Pour chaque nouveau parfum, il faut faire des tests, des études de marché, adapter les lignes de production, et la partie n'est jamais gagnée d'avance. En 2000, la marque sort une version au café. Un échec. Idem pour la version light boudée par les consommateurs. Le light n'a pas fonctionné, même si on avait fait un produit effectivement de qualité. Je pense que le consommateur n'y a pas cru, quoi. Et ce qu'il recherche dans Magnum, c'est, je pense, d'abord le fait de se faire plaisir. C'est vraiment d'être dans la gourmandise. Donc il faut peut-être pas aller le chercher ou l'attirer vers d'autres endroits. Alors pour cet été, Jean-Marc n'a pris aucun risque. Il a misé sur des valeurs sûres. Il a donc repris le best-seller 2010 au coulis caramel. Une couche de sauce qui est ici. Je peux glisser, vous voyez, mes cuillères au milieu. Et cette glace à succès, il compte bien la mélanger avec une autre gloire des congélateurs, le Pink 2015. Pink, c'est un produit qui a eu un succès énorme, supérieur à ce qu'on aurait pu penser. De l'association de ces 2 champions des ventes est né donc un produit de cette année. Le double choco framboise 2017. On voit, donc on voit le cracking du chocolat, vous voyez la sauce à la framboise entre les couches de chocolat. Donc là, c'est une déclinaison, je dirais, on va faire du double aussi avec des fruits. Et la framboise avait tellement bien marché dans le Pink qu'on a dit, proposons à nos consommateurs et à nos consommatrices une version fruitée. Mais le problème, c'est que ces innovations, aussi gourmandes soient-elles, sont régulièrement copiées. À tel point que dans les rayons, c'est devenu la guerre des clones. Voici l'authentique double et son imitation quasi parfaite au nom près. Les minis originels côtoient des copies de toutes sortes. Autre difficulté pour notre célèbre marque, ces clones sont en moyenne 20% moins chers. Par exemple, le classique chocolat vanille est à 2,63 € contre 1,97 € pour son concurrent. Même souci pour le nappage caramel, 3,29 € contre 2,81 € côté marque distributeur. Pour lutter contre ses concurrents si agressifs, régulièrement, la marque met ses produits sur la sellette et ce sont ses propres salariés qui sont mis à contribution. À Rueil-Malmaison, au siège français du groupe, ce jour-là, c'est le branle-bas de combat. 6 salariés ont été tirés au sort pour une opération décisive. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Ils doivent déterminer si Magnum justifie toujours son prix élevé par rapport à ses concurrents moins chers. Prenez n'importe quel poste. Merci de votre participation à tous.
Il y a là Séverine du service com, Isabelle, assistante de direction, et William de la logistique. Tous sont volontaires. Vous allez tester de façon simultanée 3 glaces qui vont arriver comme ça de façon aléatoire. Il s'agit de glace au chocolat. Un Magnum lancé au printemps porte la lettre B. En ce moment, il est chahuté par 2 imitations moins chères des marques distributeurs, la A et la C. Alors il s'agit de vérifier si le B, le Magnum, est bien le meilleur en goût ou pas. Le test comprend au total une dizaine de critères. On va tester le croquant de la glace, la texture, le goût chocolat, laquelle est la plus chocolatée, laquelle est la plus crémeuse, la plus croquante. Voilà. Et quand William s'attaque à une des concurrentes, d'emblée, il lui accorde volontiers une bonne note. Je la trouve plutôt bonne, oui. Niveau de texture, je la trouve plutôt onctueuse. Seulement, il va lui trouver un petit défaut. Et au niveau du goût, même si on sent qu'il y a du cacao, même si on sent qu'il y a du chocolat, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus, qu'il y en ait un peu plus. Donc je la mettrais plutôt pas assez intense. Sans le savoir, William va préférer la glace B, celle de son employeur. Mais ce n'est pas le cas de certains collègues qui craquent pour la concurrence. Alors la plus intense pour moi, sur ces 3 échantillons, je dirais la glace C. Alors moi j'ai préféré la A. J'ai trouvé plus au niveau du croquant, au niveau de l'intensité du chocolat, de la texture, ce que j'avais envie de manger, ce que je veux retrouver dans une glace au chocolat. C'est vraiment celle-ci que je préfère. Sur 6 personnes, ce jour-là, 3 préfèrent la concurrence. D'autres cobayes maison vont être convoqués. Et si les résultats sont défavorables, la recette devra être corrigée. En attendant, pour occuper la première marche du podium, la marque déploie des moyens considérables pour assurer le succès de ses nouveautés. À Cannes, chaque année, la marque organise une des soirées les plus prisées du festival. Stars et glaces à gogo, danseurs branchés et plages privatisées pendant une semaine. Budget de l'événement, plus d'1,5 million d'euros. Mais ça ne fait pas peur à la célèbre marque qui a écoulé l'an dernier plus d'1 milliard de bâtonnets de Magnum dans le monde entier.